Alors, après l'étape de spécification, donc dans l'ordre, d'abord comprendre le problème, ensuite le spécifier. On en vient maintenant à se demander quel algorithme on va utiliser pour ensuite coder. Donc on n'en est toujours pas à coder dans le langage de programmation, en l'occurrence Python. On se demande quel algorithme on va prendre. Alors, il y a toujours plusieurs algorithmes. Même pour des problèmes simples, il y a toujours plusieurs algorithmes. Par exemple, typiquement, si on veut parcourir un tableau, on peut le faire séquentiellement, case après case. En général, le plus standard, c'est de la gauche vers la droite, les indices croissants, mais on peut le faire aussi dans l'autre sens. Quelquefois, c'est mieux. Par exemple, si on vous demande la première occurrence de quelque chose, vous allez le faire de gauche à droite. Si on vous demande la dernière occurrence, vous avez tout intérêt à le faire dans l'autre sens, pour vous arrêter à la première occurrence. Mais quelquefois, il faut partir des deux bouts en même temps. D'autres fois, c'est la méthode de dichotomie, c'est dans le cas où le tableau est déjà trié, peut-être qu'on le coupe en deux, et puis ensuite, à chaque fois, on décide de se placer à gauche ou à droite. Bref, il y a toujours plusieurs façons de procéder, même pour des problèmes qui sont simples. Donc, il faut se poser la question. Il ne faut pas s'arrêter à la première idée qu'on a. C'est-à-dire, ça vaut le coup de réfléchir. Bon, alors, pour illustrer ça, l'exemple qui suit, là, vous avez un gâteau, 8 parts. Il faut écrire un programme qui calcule combien il faut acheter de gâteaux pour que n personnes puissent avoir au moins une part. Bon, alors, c'est pas un problème qui est très difficile, mais voilà, typiquement, c'est un problème pour lequel on peut avoir plusieurs algorithmes qui vont répondre à ce truc-là. Alors, il y a des gens qui vont dire j'ai un gâteau, j'ai n personnes. Chaque fois que. Voilà, donc chaque personne prend au moins une part. Quand j'arrive à 8 parts, ça veut dire qu'il me faut un gâteau. Et donc, il y a des gens qui vont écrire un algorithme en partant de n et ils vont faire une boucle en disant mais tant qu'il reste des gens qui n'ont pas encore eu leur part de gâteau, je décrémente 1, et puis quand j'arrive à 8, ça veut dire qu'il me faut un gâteau de plus, etc. Donc, on peut très bien le faire avec une boucle, effectivement. Et donc, on décrémente le nombre de personnes, et puis chaque fois, on incrémente le nombre de gâteaux. Bon, alors ça marche, mais c'est pas terrible. Mais on peut faire beaucoup mieux. Alors, c'est un truc auquel, quelquefois, on ne pense pas. C'est tout simplement cet opérateur qu'on vous a introduit pourtant en première année, qui est très important. C'est l'opérateur pourcent. Vous connaissez. L'opérateur pourcent, qui vous permet de faire donc le reste, qui vous donne le reste de la division, en l'occurrence, le reste de la division de n par 8. Donc, combien de gâteaux il va falloir? En fait, il suffit de diviser n par 8. Donc, si vous divisez n par 8, comme ça, vous allez trouver un certain nombre de gâteaux. Mais ensuite, c'est le reste qui va vous donner la réponse. Si le reste, c'est-à-dire que si n est un multiple de 8, la réponse c'est n divisé par 8. Si n n'est pas un multiple de 8, autrement dit, si n pour 108 n'est pas égal à 0, il va falloir, il va rester des gens là, qui ne seront pas servis, donc il faudra rajouter un gâteau. Donc finalement, si on réfléchit, l'algo ça va être si n pour 108 est égal à 0, la réponse c'est n divisé par 8. Sinon, la réponse c'est n divisé par 8 plus un gâteau. Voilà, donc l'algorithme c'est ça. Il n'y a pas de boucle, il y a une sélection. Donc cet algorithme, la forme de cet algorithme, c'est une sélection. Et la structure de contrôle, c'est une sélection. Il y a un test à faire, et ensuite on a la réponse. Bon voilà, donc ça vaut le coup de réfléchir un peu. L'idée étant a priori, de trouver le meilleur algorithme, c'est-à-dire l'algorithme le plus simple.
Bon, alors on ne va pas épiloguer là-dessus, hein. En fait c'est au cas par cas, on ne peut pas dire de choses très générales, mais à chaque fois il faut faire attention et prendre le temps de réfléchir. Bon, quand on a trouvé l'algorithme, on peut commencer à coder. Donc là, ça y est, enfin, là on va pouvoir commencer à écrire dans le langage de programmation qu'on doit utiliser. C'est-à-dire là, on peut commencer à faire du Python. Vous voyez, on a mis du temps avant d'arriver à coder. Normalement, l'étape de codage doit aller vite, parce qu'on a réfléchi en amont, donc après ça doit aller. Bon, donc, admettons qu'on ait écrit un code. Maintenant, ce code-là, qu'on a produit, on voudrait savoir quand même s'il est valide. Est-ce qu'il est correct? Et donc, on aborde la notion de preuve de programme. Comment faire pour prouver un programme? Donc, là, on va développer une technique. Alors, c'est une technique statique, c'est-à-dire c'est une technique indépendante de la machine. Bon, on verra en TP des techniques moins performantes, plus faciles à mettre en œuvre, qui sont dynamiques. Donc c'est la notion, on retrouve la notion de triplet de OR qu'on avait vu dans les spécifications pour établir donc cette preuve de programme. Alors ça va nous occuper pendant plusieurs séances. Donc, il y aura plusieurs vidéos qui vont parler de ça. Alors, on a un morceau de code qu'on note S. Et ensuite, on a deux prédicats, donc P et Q. Ça va s'écrire, on peut l'écrire comme ça, hein, on a un prédicat P, prédicat Q, et puis au milieu, on a du code, que je note S. Alors, il y a un problème de notation, enfin, pas un problème, mais en tout cas, il va falloir faire attention à la notation. Donc les prédicats, c'est pas du code, hein. Dans notre programme, en fait, ça sera des commentaires. On va le noter comme ça. S, par contre, c'est du code. C'est une suite d'instructions. Donc, il peut y avoir dedans, il peut y avoir de tout. Hein. Séquence, sélection ou bien répétition. Voilà. Donc, pré-condition ici et post-condition après donc le code. Alors, on dit que l'algorithme S ou le code S est correct si sa spécification est vérifiée. C'est-à-dire précisément que toute donnée d'entrée satisfaisant, pour toute donnée d'entrée satisfaisant la précondition P, eh bien, l'algorithme S se termine, première condition, il se termine, et il produit un résultat qui vérifie la post-condition. Donc, ça veut dire que si, au départ, ce prédicat-là, il est vérifié, alors, le code qui est là, S, il s'exécute, il se termine, et alors, le résultat, le prédicat là, de sortie, post-condition, est vérifié. Donc, c'est ça la définition. Hein. Le triplet de OR associé. Alors, en fait, c'est un prédicat, le triplet de OR. C'est-à-dire, c'est un truc qui est vrai ou qui est faux. Bon, il est vrai si toute exécution de S à partir d'un état où P est vrai se termine dans un état où Q est vrai. Et donc, on note ça comme ça, c'est un triplet PSQ. Ce prédicat-là, c'est le triplet PSQ. Quand il est vrai, pour dire qu'il est valide, eh bien, on met ce symbole devant. Ça veut dire, ça, le triplet est vrai. Donc, ça veut dire toute... ça, c'est une notation abrégée pour dire cette chose assez compliquée qui est toute exécution de S à partir d'un état où P est vrai se termine dans un état où Q est vrai. Tout ça à la fois. Exemple. Si votre programme, il est tout petit, c'est le plus petit qu'on puisse faire, c'est une affectation, x égale 5. Bon, alors prédicat d'entrée, top. Bon, mais top, c'est un prédicat qui est toujours vrai. Donc, il n'y a pas trop à faire d'hypothèse. En gros, il n'y a aucune hypothèse. Prédicat, aucune hypothèse à l'entrée. Si je dis x égale 5, bon, mais c'est clair qu'en sortie, x aura la valeur 5. Donc ça, c'est un programme qui est vrai. Pas très ambitieux, mais il est vrai. Bon, on continue. Voilà, un autre triplet qui est vrai, c'est en entrée, si vous supposez que x est positif.
et que vous faites x égale x fois x, alors vous pouvez en déduire que x est supérieur à moins 2. Alors, ça c'est très très vrai. C'est très vrai parce que, en fait, vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé x par x au carré. Donc, x au carré, c'est toujours positif. Donc, a fortiori, si je sais que x est positif, bon, x au carré sera positif. Mais en fait, ce n'était pas nécessaire. Hein, mais en fait, là, c'est le cas. On vous dit à l'entrée, x est positif. Bon, si je place x par son carré, bon, ben, ça sera positif. Et si c'est positif, ben, ça sera forcément supérieur à moins 2. Donc là encore, on a un programme qui est correct. Hein, si on prend un x qui est positif, si je l'élève au carré, ben, je suis sûr que ça va donner quelque chose qui est supérieur à moins 2. Bon, là aussi, c'est pas très ambitieux, mais c'est correct. Dernier exemple, un peu particulier, un peu bizarre. On ne va pas le rencontrer souvent, mais en fait, en toute généralité, il faut le prendre en compte. Si vous prenez comme prédicat d'entrée bottom, c'est-à-dire un truc qui est toujours faux, ça veut dire qu'il n'y a pas d'état pour lequel le prédicat d'entrée est vrai. Donc, alors on vous dit toute exécution de S à partir d'un état où P est vrai. Mais ouais, d'accord, mais des états où P est vrai, il n'y en a aucun. Donc à partir de là, le triplé, on peut dire qu'il est vrai, hein, mais bon, c'est pas intéressant parce qu'il n'y a aucun état qui satisfait le prédicat d'entrée. Bon. Donc le triplé, il est vrai. Il est vrai un peu comme une implication est vraie quand vous partez de quelque chose qui est faux. Hein, c'est la même chose. Bon, c'est pas forcément intéressant dans la pratique, mais en toute généralité, voilà, ça marche. Cas particulier. Alors, il y a un truc qui s'appelle bonne terminaison. Si vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le prédicat de sortie par top. Ça veut dire que nous n'avons aucune condition sur les résultats. Le prédicat de sortie, il est vrai tout le temps. Quels que soient les résultats qui ont été calculés par le programme, à la fin, on ne regarde rien, on ne regarde pas le résultat, on dit c'est bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis sûr d'une chose, a priori, c'est que le programme, il se termine. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle bonne terminaison. Ça se termine, on ne veut pas savoir dans quel état, mais ça se termine. Donc, si ce triplet-là est vrai, ça veut dire que toute exécution, à partir d'un état où P est vrai, se termine. Bon. C'est-à-dire, dans la pratique, ça veut dire quoi? Se termine, ça veut dire qu'il ne reste pas bloqué dans une boucle infinie, typiquement une boucle while, dans laquelle vous ne sortez pas. Il n'y a pas de boucle infinie dans ce programme. C'est ça que ça veut dire. Donc, on appelle ça la bonne terminaison. Le fait que le programme se termine, on ne sait pas comment, mais il se termine. Deuxième cas particulier, absence de code. C'est un programme où vous n'avez pas de code. Donc vous partez état précondition P et post-condition Q, et entre les deux, il n'y a pas de code. Donc pour que ça marche, il faut que P implique Q. Étant donné que vous n'avez rien fait entre les deux, à partir de P, il faut pouvoir déduire Q, donc P implique. Bon, voilà. Alors pour la suite, quand est-ce qu'on va dire qu'un programme est correct? On va dire, voilà, il y a deux problèmes. Donc c'est la définition qui suit. Il y a deux problèmes. Donc c'est ça qu'on appelle la correction totale. On la divise en deux parties. Il y a d'abord la correction partielle et puis la bonne terminaison. La bonne terminaison, on l'a déjà vu, ça veut dire que la bonne terminaison, ça veut dire que l'exécution de S, elle se termine. On ne reste pas bloqué dans une boucle infinie. Donc première chose. Deuxième chose, correction partielle. Ça veut dire que à partir d'un état où P est vérifié, si l'exécution se termine, alors elle se termine dans un état où Q est vrai. Donc, les résultats vérifient le prédicat de sortie. Vous voyez, donc deux choses à vérifier, correction partielle et bonne terminaison, et tout ça, les deux, si les deux fonctionnent, on dit qu'on a fait une correction totale. Donc notre triplet, là, il est prouvé. Alors on va voir juste quelques règles, parce qu'en fait, il y a des choses assez simples qu'on ne va pas démontrer. Donc on va utiliser une notation qu'on avait déjà utilisée, pour ceux qui étaient là au premier semestre, en déduction naturelle. C'est juste un trait horizontal. Au-dessus, vous écrivez les prémices, c'est-à-dire les hypothèses, et au-dessous, les résultats. L'idée, c'est que
Donc ça veut dire que quand vous avez une règle comme ça veut dire que si ce qui est en haut est supposé vérifié, alors on peut en déduire ce qui est en bas sous le trait horizontal. Autre chose importante, donc du vocabulaire, quand vous avez deux prédicats P et Q, si vous avez P qui implique Q, si ça c'est vrai, ben on dit que Q est plus faible que P. Q est plus faible que P. Hein, donc P implique Q, ça veut dire que Q est plus faible que P. Que P est plus fort que Q. Alors, il faut faire attention parce que, bizarrement, étant donné que pour tous les prédicats P, vous avez bottom qui implique P qui implique top, ça veut dire que bottom, c'est le plus fort. Et que top, c'est le plus faible de tous les prédicats. Vous voyez, c'est un peu contre-intuitif. Hein, c'est bottom le plus fort et c'est top le plus faible dans cette relation-là. Bon, c'est juste une notation et du vocabulaire, mais c'est du vocabulaire qu'on va employer un peu plus tard. Alors, on va voir ces diverses règles rapidement. Il y en a 4. Ouais. Alors, pour commencer, conséquences. Bon, si on a établi QSR, donc ça veut dire qu'en partant de Q, le code S s'exécute et on obtient bien R. Donc si ça c'est vrai, ben, si P implique Q d'une part, et si R implique T, ben on peut en déduire que PST. Qu'est-ce qui s'est passé quand on passe des hypothèses à la conclusion? Ben, en fait, on a remplacé Q par P, mais P il est plus fort que Q. Donc, évidemment, si P est vrai, a fortiori Q est vrai, puisqu'on a P implique Q. Donc, ça reste bon. Et par contre, on a affaibli le résultat. On a remplacé R par T. R implique T, donc T est plus faible que R. Donc, si on renforce la précondition, donc l'hypothèse, et si on affaiblit la conclusion, bah, il est normal que ça marche toujours. Si vous avez QSR, vous allez avoir PST, parce que P est plus fort que Q, et T est plus faible que R. Alors, pour vous donner juste un exemple, hein, c'est pas difficile. Hein, si vous avez, bon, par exemple, si vous avez X positif, puis vous avez un programme, et vous avez en conclusion Y inférieur à 2, bon, bah, a fortiori, vous pourrez dire que si X est supérieur à 2, et vous pouvez en déduire que Y est inférieur à 0. Ça, X supérieur à 2, c'est plus fort que X positif, et Y négatif, c'est plus faible que Y inférieur à 2, au sens où on l'a défini juste avant. Deuxième règle très intuitive, par contre, si à partir de P, vous pouvez déduire Q1 après exécution de S, et si vous pouvez aussi déduire Q2, bah, ça veut dire qu'en partant de P, vous pouvez déduire que vous aurez à la fois Q1 et Q2. Enfin, c'est une sorte de distributivité du E. Bon. La troisième est très intéressante, on va l'utiliser souvent. Si en partant de P, vous exécutez S1, vous arrivez à prouver que Q est vrai. Et si en partant de Q, vous exécutez S2, vous arrivez à prouver R. Ça veut dire qu'en partant de P, après avoir exécuté S1 puis S2, vous aurez acquis R. C'est une notion de séquence. Vous partez de P, vous exécutez S1, et là, vous avez Q, puis là, vous repartez, et vous avez R. Donc, si vous prouvez que ça, c'est bon, et qu'après, vous prouvez que ça, c'est bon, ben, ça veut bien dire qu'en partant de P, après avoir exécuté S1 et S2, vous avez bien obtenu R. Donc, on va souvent procéder comme ça, hein. C'est déjà un peu ce que vous faites. Quand vous voulez aboutir à un résultat final, ben, vous pouvez passer par des résultats intermédiaires. Donc ça, au début, le P qui est là, c'est la précondition, et ça, c'est la post-condition.
pour le premier triplet. Mais ensuite, la post-condition, une fois qu'on l'a établie, eh bien, elle devient précondition pour le deuxième triplet. Et ça, c'est la post-condition. OK? Donc, cette notion de précondition, post-condition, ça dépend du triplet dans lequel on se place. Donc, on résume tout ça par la règle qui est là. À partir de P, j'arrive à Q. À partir de Q, j'arrive à R. Donc, si j'exécute les deux séquences bout à bout, en partant de P, j'arrive à R. Donc ça, très employé. Dernière chose, le cas où on a une sélection. Donc, si, alors, sinon. Alors, partant de P, si j'ai à la fois P et la condition là, de la sélection qui est vérifiée, si j'arrive à prouver Q, par contre, si en partant de P et la négation de la condition, j'arrive aussi à prouver Q, mais en passant par S2, bon, mais c'est typiquement, c'est ce qu'il y a écrit au-dessous, donc c'est la règle. Si C est vrai, j'exécute C1, sinon j'exécute C2. Donc si C est vrai, ça veut dire que j'ai à la fois P, précondition, et C, j'exécute C1, il faut que j'ai Q, donc c'est ce qui est écrit ici. Et puis d'autre part, si en partant de P, j'ai C qui est faux, donc P et non C, j'exécute C2, et je dois arriver à Q aussi. Donc si j'ai ces deux triplets, alors j'ai prouvé finalement une sélection. Voilà comment on va faire pour prouver, si on veut prouver un programme qui est constitué d'une sélection. Alors il y a le cas particulier pour terminer, le cas particulier où il n'y a pas de sinon. Il y a si C est vérifié, je fais C1, sinon je fais rien. Quand on ne fait rien, on n'écrit pas le sinon et on n'écrit rien. Donc dans ce cas-là, on a toujours P et C, S1Q. Par contre, il n'y a pas de S2. On a P énoncé, mais il n'y a pas S2. Donc à partir de P énoncé, il faut arriver à Q. Donc on a vu, c'est absence de code, on a vu que forcément, il fallait qu'on ait P énoncé implique Q. Donc là encore, voilà, dernière règle. Voilà. Donc ce sont deux règles qui concernent la sélection. Alors, on a vu la pleine de règles. Finalement, on a presque tout vu. Il nous manque quand même le plus gros morceau. Le plus gros morceau dans la programmation impérative, c'est la répétition. Donc, pour établir la répétition, c'est un peu plus embêtant. Donc, la répétition, donc les boucles, que ce soit boucle while, boucle for, on va s'en occuper un peu plus tard, on va y passer un peu de temps. Donc, voilà pour le début de la preuve de programme. La suite, vous allez voir que ça se fait en trouvant ce qu'on appelle des plus faibles préconditions. Donc, c'est l'objet de la vidéo suivante.